On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à Maurice Desmarchais, un homme qui est natif de la région de Lacolle, qui a été douanier pendant plusieurs années. Il est un jeune retraité, il habite Saint-Jean depuis une vingtaine d'années. Et puis, il s'est donné à l'écriture. Il a même signé son autobiographie il y a presque 2 ans. Il nous revient avec un deuxième ouvrage qui est un recueil d'une 60aine de poèmes, présenté par qui? Par un comédien de l'Acadie que vous connaissez bien, Paul Dion. Il y a 1 an et demi, il nous présentait un livre sur sa vie. Il nous revient cette fois avec un recueil de 60 poèmes, La vie en rime, Maurice Desmarchais. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et vous êtes accompagné du comédien Paul Dion. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. Expliquez-nous tout d'abord comment vous vous êtes rencontrés. Paul, je l'ai connu jadis. Il donnait des cours de théâtre. Puis ma fille voulait suivre des cours. Alors, je l'ai inscrite, puis je me souviens de m'être présenté avec Isabelle, et Paul était là. Puis on s'est connus comme ça. Puis Paul a fait quelque chose de spécial pour ma fille. Il a fait un petit peu plus, probablement parce que c'était la meilleure. Mais il l'a présenté à un agent de casting. Artiste, casting. Puis Isabelle, et c'est là qu'on s'est connus. Elle a commencé à la télévision un petit peu, on voyait ses jeans. Et puis c'est ça. Et vous êtes restés en lien, c'est ça? Non, pas vraiment. Non? Non. Moi, j'ai, dans l'organisation de mon lancement, qui aura lieu le 22, dimanche, Paul m'est venu en tête. Puis, j'ai dit « j'ose ». OK? Et je l'ai fait, puis Paul, il a eu la gentillesse et la générosité, très grande générosité, de dire oui. Et pourquoi c'était important pour vous d'appeler Paul? Sais-tu, j'aurais de la difficulté à répondre à cette question-là. Moi, je suis très instinctif. Comme je t'ai dit, j'ai eu l'idée de l'avoir près de moi. Je n'ai pas pensé à ça. Pourquoi que je demandais Paul? À quoi il me servirait? C'était pas dans mes pensées. Mais... C'est comme un éclair, un flash. Oui. Je me suis dit, puis je vois avec ce qu'on fait, parce qu'on est allé au journal, on est allé au Canada français, je vois que j'ai eu une très bonne idée. Parce que Paul a tout de suite, pareil comme si on se connaissait depuis longtemps. Ouais. Il a tout de suite embarqué dans le projet, puis go. Qu'est-ce qui t'accroche, Paul, dans ce projet-là? D'abord, la simplicité de cette écriture-là. Et en même temps, c'est une écriture, comme je dis, simple, mais en même temps recherchée, parce que j'ai été étonné à travers les 60 poèmes que Maurice a écrits de trouver des mots, parfois, des idées qui étaient, comment je pourrais dire ça, peut-être hors de l'ordinaire, ou plutôt à caractère spirituel, à caractère... c'est la spiritualité, mais en même temps, c'est un mélange de spiritualité et il est bien groundé avec la terre et avec les humains, mais parfois, il y a des envolées spirituelles. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette écriture, d'une grande simplicité. C'est sobre, c'est pur, c'est simple. Il y a ces éléments-là de spiritualité qui reviennent parfois. Et la terre, on est en contact avec la terre. On est en contact avec les humains. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Hein? Parce que pour moi, la terre, c'est notre mère, c'est notre nourrice. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous réchauffe, c'est elle qui nous procure tellement de bienfaits. Alors, malheureusement, on ne la remercie pas assez, puis on est en train de la détruire, malheureusement. Alors, pour moi, c'est ça qui m'a attiré dans l'écriture de Maurice. M. Desmarchais, peut-être juste un bref retour en arrière, parce qu'on s'était vu il y a à peu près 1 an et demi au moment de votre lancement. Tout simplement ma vie. Peut-être juste nous résumer, parce que c'est quand même une bonne brique, là, on parle de pas loin de 300 pages. Oui. La personne qui me corrigeait m'avisait, tu sais, au fur et à mesure, disait, Maurice, ça va faire un gros bouquin, là, ça va être gros. Et moi, je le voyais pas. Je le voyais pas comme ça, parce que j'écrivais, puis j'étais enflammé.
mais il y a quand même quelques chapitres. J'ai réduit même, j'ai réduit beaucoup, parce qu'il y avait une trentaine de chapitres, je pense. Et pourquoi à l'époque avoir écrit une autobiographie? C'était quoi? C'était un legs pour vos enfants, vos petits-enfants, pour les gens qui vous ont connu? Bien, moi, je pense qu'il m'a amené à m'asseoir et à écrire. D'abord, c'est mon goût de l'écriture qui est devenu une passion. Mais c'était aussi pour me faire plaisir. Ça paraît égoïste, mais me faire plaisir, mais une chose que je ne savais pas qui arriverait, c'est que ça me guérirait de quelque chose. Ça me ferait du bien. Et je l'ai vu quand j'ai eu terminé, comment j'avais avancé à me comprendre, moi, Ah, oui. une fois que j'avais écrit ça. Puis vous avez écrit ça en combien de temps? Ça m'a pris presque 2 ans. Parce que moi, depuis les années 90, j'écrivais dans des journaux. Donc, je pense que quand j'ai écrit ça, j'étais à mon 30e journal. Donc, c'était des cahiers. C'était jamais le même format. Là, on me faisait des cadeaux des fois. Donc, j'écrivais mes notes. J'écrivais des réflexions sur des lectures. Ouais. Mais là, avec ça, je suis allé un petit peu plus loin dans le sens que ça va plus loin que mes lectures. C'est vraiment moi. Parce que, bon, écrire une autobiographie, c'est une chose, on raconte sa vie, Ouais. puis bon, on l'a en souvenir, on l'a en mémoire, et après ça, on le met en mots, puis bon, et ainsi va la vie. Ouais. Là, dans ce cas-ci, on parle d'un recueil d'une 60aine de poèmes. Pourquoi des poèmes? Oui. C'est parce que, justement, quand j'ai eu terminé, je suis assis devant mon ordinateur, puis je m'ennuie. Je m'ennuie tout simplement. Je sais que j'ai autre chose à faire. Je sais que je n'ai pas fini d'écrire, mais je ne sais pas quoi. Mon épouse passait tout près. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais écrire? Puis elle dit, Maurice, ça fait longtemps que tu écris des poèmes. Tu sais, moi, quand c'est la fête de quelqu'un, c'est toujours une occasion d'un poème. Je n'écris pas « bon anniversaire ». J'ai quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire à la personne? Donc, et ça finit que, ça rime. Ah, regarde, c'est beau. Puis le message, il est passé. Vous avez travaillé dans quel domaine, vous, M. Moi, Desmarchais? j'étais douanier à la Colle. Je suis natif de la Colle. Et justement, tous les laboratoires sont bons, en faisant qu'on en profite. Ouais. Et moi, justement, là-dedans, j'avais un chapitre. J'ai eu un chapitre sur ma vie professionnelle. Mais je sais qu'il y a des anciens copains de travail qui l'ont lu. Et ils ont dû avoir une surprise parce que ça ne parlait pas de douane. Ça parlait du lieu de douane. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ce lieu-là, en faisant mon travail? Alors, c'était juste mes rencontres avec les gens, mon expérience avec les gens. La rencontre avec les humains. Absolument. C'est le fondement même. Ouais. Souvent, ce que je trouve intéressant, puis bon, sur ce plateau, à cette émission, on reçoit plusieurs invités à chaque semaine, et je constate, et avec bonheur, qu'il y a plusieurs personnes qui, une fois la retraite entamée, écrivent des livres, des poèmes, font du théâtre amateur, décident de se mettre à la peinture. Bref, on dirait que c'est comme si tout ce qu'on aurait voulu faire dans les 40 dernières années, mais qu'on n'a pas fait parce qu'on travaillait, parce qu'on avait les enfants, parce qu'on avait ci. Et puis là, les gens arrivent en début de soixantaine et ça donne un loisir. Je ne sais pas si toi, Paul, tu en constates même dans ton entourage, je ne sais pas. Bien, écoute, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai parce que, à quelque part, quand on est retraité ou on s'apprête à prendre la retraite, on ne veut pas arrêter de créer. Ouais. Parce que l'humain, au départ, est un créateur. Puis quand je parle de création, ça peut être dans n'importe quel niveau. Ça peut être au niveau mécanique, ça peut être au niveau scientifique, ça peut être au niveau de la médecine, ça peut être limite. Il n'y a pas de limite, tu comprends? Et alors, à ce moment-là, on est tous créateurs. Puis, je veux dire, quand tu prends ta retraite, tu veux continuer cet esprit créatif-là à travers ce qui t'intéresse ou ce que tu n'as pas eu la chance de toucher dans ta vie, tu sais. Alors, c'est tout à fait normal, tu sais. Est-ce que le rapport à l'humain aussi évolue avec le temps, avec les années? Parce que, justement, quand on est un peu dans le train-train de la vie là, qui va vite, on dirait qu'à un moment donné, on vient peut-être un peu plus, comme on dit en anglais, groundé, plus connecté, plus branché sur notre monde, là. Bien, tu sais, quand je parlais tantôt de spiritualité, je voudrais faire une parenthèse, par exemple, parce que je ne voudrais pas mélanger spiritualité et religion. Tout à fait. Ouais. La religion,
Bon, on sait ce que c'est. La spiritualité, je pense que tout être humain a une spiritualité. Du moins, je le pense. Ceux qui n'en ont pas, ils devraient peut-être en avoir une. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Tu sais, mais je pense que la spiritualité, c'est ce qu'on porte à l'intérieur de nous. On est nous-mêmes, chaque être humain est lui-même un poème en soi. C'est ça qu'on est. Alors, à quelque part, dans l'écriture de Maurice, c'est ça que j'aime. C'est que, avec une grande simplicité, il décrit des choses de la vie à travers une vision spirituelle et fondamentale et aussi terrienne et humaine. Monsieur Desmarchais, qu'est-ce que Paul Dion a trouvé de si spirituel dans votre livre? Me demander. Quelle page, quelle page! Oui. Bien, justement, tu sais, tu as comparé le livre de 2 ans puis celui-ci. C'est que celui-ci, mon âme est plus présente. OK? Qui je suis vraiment est plus présente dans les mots, juste le titre lui-même parle beaucoup de moi. Tu sais, tu peux prendre n'importe quel, puis je pourrais, à partir du titre, je pourrais te parler de moi par rapport à ça. Donc, c'est ça, comment je dirais, ça s'est révélé à un moment donné, regarde bien, ça s'est révélé à un moment donné un jeu. Je suis pas mal sûr que Paul l'a remarqué. Je me suis amusé avec les mots, dans le sens que j'ai jonglé avec les synonymes, les antonymes, puis on le voit là-dedans. Puis le jeu, ça va être justement d'aller voir, tu sais, de trouver ce que je suis en train de dire là. Et puis c'est sûr que dans chaque texte, il y a un message. Un message simple. Je reprends les mots à Paul. C'est vrai que c'est simple, c'est facile à comprendre. C'est pas de la grosse poésie. Les gens, j'ai rencontré des gens qui ont peur de la poésie, qui ne se pensent pas capables de lire de la poésie. Oui, qui se disent, moi, je ne serais pas capable de comprendre ça. C'est comme, c'est un univers qui n'est pas le mien. Absolument. Et je peux te dire que c'est pas ça qui arrive. Je pense que dans la poésie, Éric, je pense que quand tu lis de la poésie, surtout à haute voix, comme je vais le faire dimanche, je pense que quand tu es capable de respirer à l'intérieur des vers, à l'intérieur des mots, tu es capable de trouver un souffle qui, à un moment donné, sort, ce souffle-là est naturel. À ce moment-là, ça veut dire que la poésie te parle. Puis la poésie va parler aux gens qui vont m'écouter quand je vais lire les poèmes dimanche. Tu sais, parce que la poésie, à quelque part, c'est de la musique. C'est très musical, de la poésie, tu sais. Justement, j'ai pigé au hasard, j'ai feuilleté au hasard, je suis tombé sur la page 49, qui est la confiance en soi. T'as-tu besoin de lunettes pour lire, Paul? C'est limite? J'ai oublié de les amener, mais je peux regarder pour voir si je suis capable. Es-tu capable de lire ça? Là, avoir su, j'aurais amené mes Non, mais sinon, lunettes. je peux le lire. Je ne veux pas te jouer un tour, là. Non, je préfère que tu lises, parce que j'aurais dû les amener. Moi, j'ai mon double foyer. Mais regarde, je suis content que tu lises. Oui, vas-y. Vas-y. Je ne t'ai pas joué un tour. Mais ça dit, je trouve ça intéressant, ça dit la confiance en soi. Tu crois qu'ils ont les yeux fixés sur toi. Va, lève-toi et marche. Personne ne te regarde, tu vois. N'aie pas peur, rien de mal ne peut t'arriver, tu es le meilleur. Voilà la ligne d'arrivée. Le doute est le pire ennemi de la guérison. La foi qui déplace les montagnes, c'est la solution. J'ai peur de ne pas en avoir assez, d'en avoir trop. Peur de me perdre, peur de manquer de temps. C'est quoi le bobo? Cessons ce petit jeu de la peur et donnons de soi le meilleur. Tu n'as pas confiance en moi, je reste pantois. Vont de pair, confiance en soi et estime de soi. Je connais mes valeurs et elles me servent à chaque fois. Je ne pose plus la question, j'affirme, dans la vérité, on me confirme. À votre naissance, on reçoit un talent. Qu'en fais-tu maintenant? Vise un peu plus haut de ce qu'il te faut. Je suis dans le noir, tu me conduis, je ne peux rien voir. Peu importe, car en toi, j'ai confiance. Loin de moi, la méfiance. C'est beau. C'est beau. C'est simple. J'ai pigé au hasard, là. J'ai pris celle-là. Oui, tu sais. Un beau choix. Écoute, il y a des... Moi, je me souviens, entre autres, un qui m'a marqué beaucoup. J'ai trouvé ça fort, c'est l'angoisse. Il y a un poème là-dessus sur l'angoisse. C'est fort, c'est fort. Tu sais, ça nous dit, lui, à travers la vision de Maurice, il parle de l'angoisse, tu sais. Alors, tu sais, il y a toutes sortes de thèmes là-dedans qui sont abordés.
Votre inspiration, c'est quoi? Parce que là, on parle de confiance en soi, on parle d'angoisse, on parle de spiritualité. Il y en a une soixantaine. Oui. Tu as parlé tantôt de la rencontre avec les humains. C'est ça, mon inspiration. C'est toutes mes expériences qui s'installent ici que je remets sur la table quand c'est le temps. Fait que c'est vraiment du vécu à travers... C'est le fun, du vécu à travers une poésie. C'est pas juste des mots. Vous avez dit tantôt que dans votre autobiographie, oui, on parlait de votre vie professionnelle, mais pas nécessairement du travail de douanier, mais de ce qui vient dans le travail, là, les gens qu'on côtoie. Oui. Étiez-vous un douanier méchant, juste, équitable, baveux, qui faisait peur? C'était quoi votre style de douanier? J'essaie de vous imaginer avec l'uniforme. Là. Oui, hein, tu as de la difficulté. J'étais comme ma thérapeute au début. Tu fais ça, tu es douanier, toi. Écoute, je vais répondre à ta question de cette façon-là. Il y a des gens qui arrivaient au comptoir, à mon petit comptoir, puis travaillez-vous ici? Êtes-vous fonctionnaire? Après m'avoir parlé 5 minutes. C'était comme ça. Moi, Éric, je travaillais avec une boîte de Kleenex ici. Je ne posais pas de questions. Je ne commençais jamais le premier à parler. Les gens arrivaient, là, c'était stressant. C'est stressant, la douane. C'est pas un endroit où on veut être, non, mais il fallait y être. Puis moi, tout ce que j'avais, c'était d'aider les gens. Quand je voyais arriver quelqu'un, tout de suite, moi, c'était la personne qui comptait. Pas le lieu, pas tout ce qu'il y a autour, là, même pas la formule. Et tant que je ne voyais pas les épaules baisser, je ne parlais pas de « qu'est-ce que tu fais là ». Je parlais de la personne, d'où il venait. OK? Et là, quand je voyais que c'était prête, j'y allais. Et je n'avais pas à penser à ça. Tu sais, mon travail était tellement pas comme les autres. Mais de temps en temps, j'avais des observateurs. J'avais des confrères, des consoeurs en uniforme, pas en uniforme, des commis qui venaient me voir. Ils disaient « Comment tu fais, Maurice? Comment ça fait que tu sais le nom de tous tes clients? » C'est parce qu'ils savent le mien. Et je les interpelle par leur prénom. Puis, se rappeler d'un prénom, on m'a dit que c'était pas la mémoire qui entrait en ligne de compte. C'était le cœur. Parce que ça reste quand même un moment assez, je dirais, privilégié pour vous, mais en même temps, effectivement, personne n'a le goût de se retrouver à la douane nécessairement ou de se faire questionner. Oui. Là, je pense qu'il n'y a personne qui aime ça, nécessairement. Mais bon, en même temps, il y a un travail à faire. Et je le faisais très bien. Et les gens, c'est ça, les gens étaient à un moment donné un petit peu... C'est pour ça qu'ils voulaient se rassurer, est-ce que j'étais à la bonne place? Mais eux autres ne me voyaient pas, mais moi, je me pinçais. Pour voir si j'étais bien, j'étais bien dans mon lieu de travail. Ouais. Mais c'était ça, moi. C'était moi qui étais comme... J'étais unique, mais mon travail était fait. Ma patronne était bien contente de moi, mais j'avais cette relation-là avec l'autre. Alors, tout ça, là, ce qu'on est en train de dire, c'est là-dedans. C'était là-dedans, c'est là-dedans. Mais j'écoute ce que c'est que tu m'as décrit en tant que douanier, Maurice, et durant tout le temps que tu décrivais de la façon que tu travaillais, de la façon que tu accueillais les gens. J'espère juste une chose, que Saint-Pierre va nous accueillir de la même façon que tu as décrit, que tu t'es décrit. Ouais. Tu sais? Parce que, regarde, ça me fait dire que, tu sais, c'est sûr que j'étais à un moment donné où j'ai dû pas CV, mais appliquer la loi. Et ça se ramasse souvent par le mot « saisi ». Mais je peux vous dire que c'est arrivé plus d'une fois. Je viens de saisir le monsieur, là. Ça il vous donne la main à la fin. Merci beaucoup. J'avais fait la même chose que les autres, mon travail, mais je ne suis pas les autres. Aujourd'hui, je suis allé me faire couper les cheveux et avec la madame qui m'a fait les cheveux, bien, il s'est passé quelque chose. Puis, tu sais, si j'ouvrais mon recueil, je pourrais te trouver l'endroit la même énergie cet après-midi. Puis, tu vois, ma coupe de cheveux m'a coûté 1 livre. Faut le voir comme ça.
Hey, On a fait un petit échange. Hey, c'est merveilleux. extraordinaire. Hein? On fait du troc. On devrait revenir à ça, d'ailleurs. Hein? On a fait C'était pas si bête comme époque, quand même. Ben, moi, en tout cas, je trouvais ça formidable. Oui, parce que je lui ai dit... Je trouvais ça formidable. Tu as vécu dans ce temps-là, Paul. hein? J'ai vécu dans ce temps-là. C'est ça. Mais Comment va se passer le lancement? C'est donc dimanche le 22, c'est à quel endroit? c'est à l'espace Cellier. Non, Vous savez qu'aujourd'hui, on a rebaptisé ça l'espace Piquette, mais ça, c'est un autre dossier. Mais donc, c'est à quel endroit vous dites? j'ai fait exprès faire un lapsus. Non, c'est l'espace culturel à la bibliothèque à Saint-Luc. OK, Bibliothèque Saint-Luc. Oui, ça, c'est au dimanche le sous-sol. 22, Dimanche au le 22, sous-sol. C'est à quelle heure? À 13h30. 13h30. OK. Donc, 13h30, c'est prêt jusqu'à 4h. Et là, Paul va faire donc quoi? Une présentation, lecture? Oui, je vais faire la lecture. En fait, je vais présenter un petit peu Maurice, puis je vais faire la lecture de, je dirais, 6 poèmes, hein, je crois, Ouais. Maurice? 6 poèmes. Alors, là, j'ai le choix. Je pense à ça depuis qu'on s'est rencontrés dernièrement, parce que moi, de temps en temps, je caresse la musique à bouche, je gratouille un peu la guitare, tu sais. Je vais voir si je vais utiliser ça pour... avant chaque poème, pas pendant, avant peut-être, pour laisser planer la pureté du poème lui-même, sans artifice. Ouais. Très bonne Vraiment, idée. juste les mots. On n'avait pas reparlé. Non? Très bonne idée. Et là, vous, après ça, est-ce qu'il va y avoir d'autres projets d'écriture? Parce que vous êtes juste vous êtes un jeune homme, là. Oui, ouais, absolument. Vous avez encore des belles années devant vous. Je n'ai pas d'âge. Oui, bien, j'ai quelque chose, là. Ça s'appelle, j'ai presque terminé. Je pense que j'ai pas loin de 200 pages d'écrit. Sur, ça va s'appeler « Citation d'un philosophe ». Alors, là, j'écris mes influences de mes lectures, donc mes réflexions. Je donne un exemple. Dernièrement, je lisais le prophète Cabrel Gibran. Camille Gibran. Quelque chose comme ça, Cabrel Gibran. Ça s'appelle le prophète. Et j'ai été transporté. C'est un livre magnifique, hein? Tellement. Un livre à caractère Tellement spirituel. beau, tellement beau. Donc, c'est sorti. Puis les citations vont au fil de mes rencontres, au fil de ce que j'entends, ce que je vois, de ce qui me fait de la peine, de ce qui me réjouit. Voilà. Et j'ai un conte qui est sur les tablettes, qui est terminé. Mais on m'a dit qu'il fallait qu'il soit pour les enfants. Alors, on va retravailler ça. J'ai un projet d'illustration. J'aimerais mettre des étudiants à faire ça. Je vais voir. C'est des projets. Et en terminant, Paul, qu'est-ce qui se passe de bon avec Paul Dion ces temps-ci? Ah, mon Dieu! Écoute, j'ai tourné un film il y a à peu près 1 an, je crois, et qui devrait en principe sortir aux alentours du mois de mai et juin. Ça se trouve être le 4e film du cinéaste Michel Jeté, qui a fait les films Hochelaga, Histoire de peine, Bomb Rush, et là, c'est le 4e qui va s'appeler Burnout. Et alors, c'est sûr que Michel, dans les 3 films que je vous ai énumérés, Hochelaga, Histoire de peine, Bomb Rush, ce sont des films qui sont très durs. Mais là, je pense que Michel a changé complètement. Là, il s'est en allé dans quelque chose de complètement différent, qui n'a rien à voir avec les films qu'il a fait. Parce que pour lui, Michel, ce qu'il a fait, Histoire de peine, Hochelaga et puis Bomb Rush, c'était une trilogie. Là, on passe à autre chose. On est ailleurs. Alors là, on est dans le domaine... Michel écrit toujours ses films à partir de faits vécus. Alors là, on se retrouve l'histoire d'un couple. Lui, il travaille comme employé pour une compagnie en informatique et sa blonde, elle travaille comme directrice de banque. Alors, on voit... on apprend beaucoup sur les banques. On apprend beaucoup aussi sur les grosses compagnies comme Bell, par exemple. Je donne un exemple, ce n'est pas nécessairement Bell, mais Bell, prenons, ou Vidéotron. Alors, les gens qui travaillent dans ces grosses compagnies-là, parfois, ils ont beaucoup de pression, ce qui peut amener à un burn-out, surtout dans les banques, parce qu'on sait très bien que les banques, personne n'ose parler de ça, mais...
Alors, on c'est ira ça. voir ça, bien sûr. Donc, ce printemps, bien sûr. Oui. Burnout. Puis à l'automne, bien là, je vais commencer aussi Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller, une pièce de théâtre. On a 80 shows de bouquets. Ah, ouais, ouais. Oui, Wow. un peu partout à travers le Québec aussi. Ouais. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation avec La vie en rime de Maurice Desmarchais. Lancement ce dimanche, 22 mars, à la Bibliothèque Saint-Luc à 13h30. Merci beaucoup. Merci, Ça Éric. fait plaisir, Éric. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. C'est déjà le moment de s'inscrire pour les ateliers du printemps. Inscription au service des loisirs de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour information, www.sjsr.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Télébingo, 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. C'est tous les dimanches matins, 9h30 en direct. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. tvhr9.com ou 358-1912. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.